Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Comme à l'accoutumée, je reçois Fred Lordino, qui nous sert d'éditorialiste pour nous expliquer ce qui se passe dans les prochaines plénières de la 7e, puisque vous savez, la prochaine et peut-être dernière plénière, les prochaines et peut-être dernières plénières, c'est le 4, 5 et 7 mai probablement. Bonjour Fred Lordino, merci d'être avec nous une fois de plus. Bonjour Mano, bonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, est-ce que ce seront les dernières plénières de cette mandature? Très probablement, nous n'en savons rien. J'ai eu encore le président Lise qui me disait qu'il y a encore des conversations avec l'exécutif, mais cela peut être la dernière plénière où il y aura environ 90 points, mais il paraît qu'il y a d'autres dossiers, notamment des dossiers de subvention que le président de l'exécutif veut faire passer, mais qu'il ne veut pas qu'il y ait un débat sur le compte administratif 2020. C'est-à-dire, nous avons demandé en bureau au président Lise que cette dernière plénière soit consacrée au compte de la collectivité, au compte 2020. Et ces comptes qui devraient faire apparaître plus de 100 millions d'euros d'excédent après les 78 millions d'euros d'excédent de 2019. Mais l'exécutif ne tient pas à ce qu'il y ait ce débat comptable et budgétaire. Mais pourquoi? Parce que ça pourrait les faire passer pour d'excellents managers. Oui, si on considère qu'avoir un matelas, c'est être un bon manager en période de Covid, de crise économique, de crise sociale. Aujourd'hui, et des entreprises aussi. Comment une collectivité qui a autant d'excédents peut justifier la situation aujourd'hui économique où de très nombreuses entreprises n'ont pas reçu les aides qui ont été programmées. Il y aura un gros débat sur les aides économiques et c'est la collègue Marinette Torpille qui va nous donner les éléments sur ces aides, mais d'ores et déjà, nous savons que beaucoup d'entreprises n'ont pas reçu ces aides et que l'effort aurait pu être conséquent. Je pense particulièrement aux entreprises du secteur touristique et à tous ceux qui ont des restaurants, les snacks. Il y a un gros effort à faire pour préparer, pour aider déjà ces structures à passer le cap, mais à préparer la prochaine saison. Et là, on va voir ce qui nous sera dit, notamment sur le dossier de la Chambre des métiers. Près de 11 000 entreprises artisanales qui demandent à être aidées et qui apparemment ne sont pas entendues. D'accord, donc il y a un dossier d'aide pour la Chambre des métiers. Il y a un dossier d'aide qui viendra et je pense que nous serons un certain nombre à demander que cette aide soit abondée, puisque en fait c'est environ 90 000 euros, alors que le besoin est plutôt autour de 300 000 euros, et que les artisans martiniquais paient un lourd tribut à cette crise. Il faut accompagner toutes les entreprises du BTP, les menuisiers, tous ceux qui ont les entreprises individuelles et toutes ces entreprises qui ont souvent un seul salarié. D'ailleurs, la revendication que nous allons porter à Mi-Chance Martinique, qui est une liste qui sera conduite par Yann Monplaisir, c'est qu'il y ait une exonération des charges qui soit décrétée par l'État pour les très petites entreprises. C'est un combat que nous allons mener dans les jours à venir. D'accord. Et alors, ce sera le bilan des aides Covid, c'est ça? Ce sera le bilan des aides, volet 1, volet 2, et puis là, il faudra un volet 3. Mais c'est une analyse rétrospective qui va concerner le passé, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, on ne pourra pas nous dire exactement le nombre d'entreprises qui ont reçu ces aides. Dire que vous avez... Celles qui n'ont pas reçu, ou ils ont reçu un courrier disant que... Voilà. Ils allaient être aidés à hauteur de temps et finalement ils n'ont rien reçu. Voilà. Est-ce que les avis de mandatement ont été adressés à l'ensemble de ces entreprises et quelles sont les entreprises qui ont effectivement encaissé cet argent? Et là, nous avons... Est-ce que la nouvelle collectivité pourra payer ce qui a été prévu pour ces entreprises? La collectivité territoriale de Martinique aura un excédent de plus de 100 millions d'euros en 2020. Donc cet argent, il est disponible. Il faut justement le verser très rapidement aux associations, aux entreprises, mais aussi aux particuliers qui ont besoin de ces aides pour sortir de cette période difficile, cette crise sanitaire que nous vivons. D'accord, très bien. Alors, il y a un dossier surprenant quand même qui arrive bientôt, c'est le dossier du Galion. Ah oui, alors là, j'avoue que c'est assez surprenant. À la veille, là encore, plutôt que liquider les affaires courantes, parce que
bientôt, dans moins de 2 mois, il y aura une nouvelle équipe. Les Martiniquaises et les Martiniquais devront aller voter le 20 et le 27 juin pour désigner une nouvelle équipe. Eh bien, après 5 ans, l'ACTM, aujourd'hui le Conseil exécutif, se rend compte qu'il peut accorder des fonds européens à l'usine du Galion. Je le dis, mais je suis moi-même effaré parce que l'usine du Galion veut faire des investissements pour moderniser l'outil industriel, environ 6,5 millions d'euros pour changer les moulins, une pièce essentielle, et puis faire différents aménagements. Eh bien, jusqu'à maintenant, le conseiller exécutif chargé des fonds européens disait que ce n'était pas possible de financer ces investissements sur des fonds européens. Eh bien, Miguel Laventure, c'est lui. Et il n'y a pas eu de changement de législation depuis 2015. Et là, il y aura un dossier sur l'augmentation du capital de la SEM du Galion et puis surtout le vote de l'Assemblée pour accorder ces fonds, pour permettre de mobiliser les aides européennes pour l'usine du Galion. C'est tout simplement incompréhensible et cela traduit bien ce que nous avons vécu au cours des 5 dernières années, véritablement un conseil exécutif qui était très en dessous de ce que la population martiniquaise attend. Alors finalement, en période d'élection comme ça, on fait de l'enrobé dans certaines villes partenaires, des dossiers sont débloqués in extremis. Là, il y a des dizaines de dossiers de subventions aux associations. Voilà. Donc est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal, comme ça, au dernier moment, d'utiliser l'argent de la CTM à des fins... Peut-être, je dis bien. La démagogie électorale est légale. C'est-à-dire que c'est pour faire pour faire croire que beaucoup a été fait. Donc il y a une mobilisation de dernière minute, la dernière ligne droite, on va dire, pour boucher Ziemoun, Veglemoun, son opération de véglage. Mais dans le contexte actuel, on voit bien que c'est du rattrapage entre guillemets. Parce que l'équipe en place n'a pas répondu aux besoins et aux attentes des Martiniquais. Et cette histoire de recruter aussi des personnes à l'avant-veille de la fin, là, la CTM va recruter en ce moment. Voilà, il y a pour le personnel, alors que nous n'avons pas aujourd'hui ni les représentants syndicaux, ni les élus de l'Assemblée. Nous ne disposons pas de l'organigramme, ce qui est obligatoire. Eh bien, il y a là une délibération qui est proposée pour modifier le tableau des emplois et des effectifs de la collectivité. Mais il y a déjà des emplois qui existent, par exemple les emplois les plus élevés, comme celui d'administrateur hors classe. Nous voyons dans le document qu'on veut créer de nouveaux postes, mais on ne sait pas qui occupe les postes déjà existants. C'est l'opacité la plus complète. Mais est-ce que ce sont des gens qui sont déjà à la CTM qui vont être titularisés ou est-ce que ce sont de nouvelles personnes qui vont entrer? C'est-à-dire, en l'occurrence, ce sont de nouvelles personnes qui vont entrer, même si ces personnes participaient déjà à une politique publique dans un organisme, en l'occurrence là, un organisme qui a été dissous, mais on n'aura pas le temps d'en débattre. Et ces personnels vont intégrer le personnel de la collectivité, donc il faut créer les postes. Mais je dirais aujourd'hui, l'exécutif profite pour faire une sorte de cuisine imbattable pour pouvoir faire du recrutement clientéliste électoraliste. Et j'espère que quand la nouvelle équipe arrivera, elle ne va pas se retrouver avec des coco-macaques. Et puisque, je le répète, l'organigramme de la collectivité n'est pas connu. Mais, M. Lordino, tout cela ne peut se faire que si l'Assemblée vote ces dossiers-là. Ce sera le grand débat. Est-ce que l'Assemblée aussi peut refuser de voter, par exemple, pour intégrer des personnels qui exercent déjà des missions sans être membres, on dirait, rattachés à la collectivité? C'est toujours délicat. Et c'est certainement pourquoi ces dossiers sont présentés en dernière minute, je dirais, pour forcer la main des conseillers qui sont là, parce qu'on sait que il y a beaucoup de Martiniquais qui souffrent, il y a beaucoup de familles martiniquaises qui sont dans le besoin, mais que c'est profiter d'un état de détresse de la population, et c'est ce qui est le plus détestable. C'est profiter, je dirais, de la misère, de la souffrance des Martiniquais pour faire, je dirais,
ces actions qu'on va appeler démagogiques et clientélistes. Alors, pour ces derniers jours de plénière, est-ce que finalement l'histoire de Séguéno va être réglée, le propriétaire va être payé, et puis on pourra mettre les fameux tuyaux et que finalement il y ait de l'eau pour toute la Martinique? Non, hélas. C'est pas inscrit non, à l'ordre du jour. Hélas, c'est pas à l'ordre du jour. Peut-être qu'on va en dire un mot. Nous, on attend toujours l'action. Il y a une nouvelle action judiciaire, c'est-à-dire que plutôt que d'appliquer une décision de l'Assemblée qui permettrait de sortir du conflit judiciaire, eh bien, il y a une nouvelle couche maintenant, on va dire. Le conflit là est devenu entre le préfet, le président du conseil exécutif et l'Assemblée. Le président Lise, malgré toute sa bonne volonté, que je tiens à saluer, parce qu'il a vraiment tenté, sans succès, de ramener à la raison le président du conseil exécutif. Et là encore, sur les questions de vaccination, l'Assemblée a obtenu qu'il y ait 100 000 euros qui soient accordés pour faire une communication, pour dire aux Martiniquais qu'il faut aller se vacciner. Parce que de cela va dépendre la réouverture de nos frontières, mais surtout la venue des visiteurs. On est concerné, là, à Zouk TV, par le tourisme. Et on sait que s'il y aura un certificat de vaccination sanitaire qui sera mis en place par les pays européens, si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas voyager. Donc, la destination Martinique sera pénalisée. La quasi-totalité des États de la Caraïbe mettent les bouchées doubles pour faire vacciner leur population parce que ces États vivent du tourisme. Et nous, ici, nous sommes en train de perdre du temps. Donc, il est grand temps que les autorités en place lancent cette grande campagne de vaccination avec les moyens appropriés pour que au moins 70% de la population soit vaccinée pour qu'on reprenne les activités économiques et la vie normale. Bien. Alors, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, quand vous étiez sur le terrain affaissé du côté de Sainte-Marie, oui. Avec votre chapeau bakwa. Eh oui, c'est chapeau bakwa qui vient du François. D'ailleurs, je salue ce chapelier qui est vraiment avec du bon bakwa local, eh bien, non, mais... C'est récent, ces images-là sont récentes. Non, si, c'est ce week-end où je suis allé faire un tour comme d'habitude pour voir un peu ce qui se passe. Et c'est le chantier de Mont Théodore, qui est là où la route s'est interrompue depuis novembre 2011. Oui. Et apparemment, quelle est la solution technique qui est retenue? Elle n'a jamais été exposée, mais la solution que nous proposons, c'est une modification du tracé. Il faut modifier le tracé de cette voie, stabiliser le terrain, mais très vite dire concrètement les 2 ou 3 tracés. Bon, je suis de Sainte-Marie, de la campagne samaritaine, et voir les propriétaires de terrain et faire des propositions très rapidement pour que cette colonne vertébrale, la route départementale 15, l'axe qui traverse les campagnes de Saint-Joseph à Marigot, soit mieux entretenu. Il y a plusieurs buses qui sont abîmés là sur les différentes ravines et rivières. Là, il y a un gros chantier à mettre en œuvre qui va donner du travail aux Martiniquais. Faisons-le rapidement et arrêtons aujourd'hui de tergiverser comme aujourd'hui le fait le Conseil exécutif. Mais d'ici les élections, cette route ne va pas pouvoir être réparée. Non. Vu l'état de ce que j'ai vu sur vos images-là, c'est énorme. Oui, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Mais la question, c'est l'entretien du réseau routier. Dans le budget 2021, ils ont proposé, le président du conseil exécutif sortant a proposé 5 millions d'euros. Nous disons, c'est au moins 20 millions d'euros par an pour pouvoir remettre à niveau les routes de la Martinique. Et là encore, faire des fossés bétonnés, améliorer les accotements, donner du travail aux entreprises du BTP, relancer la commande publique. Il y a des entreprises qui attendent le paiement, Mano, depuis décembre. Elles ne sont pas payées. Des factures qui ne sont pas payées. Comment expliquer cela? Il faut donner des avances aux entreprises martiniquaises. Payer les retenues de garantie, payer les intérêts de retard. Ce sont des entreprises martiniquaises qui emploient beaucoup de Martiniquais qui ont besoin de cet argent pour vivre. Est-ce qu'il y a des... est-ce qu'il y a des plans de relance? C'est pas le terme, probablement, mais... Est-ce qu'il y a des aides là qu'on va pouvoir donner à ces fameuses entreprises avant qu'elles ne soient obligées d'être liquidées? C'est le fameux accord territorial. Il y aura quelques aides là qui seront accordées, un 3e volet pour l'aide aux communes. Il y avait un premier volet
parce que le conseil exécutif avait fixé l'enveloppe à 3 millions, l'Assemblée lui a demandé de porter l'enveloppe à 6 millions, et là, il y aura des aides, je l'espère, qui vont arriver vite dans les communes pour permettre de faire les différents travaux sur les infrastructures et sur les bâtiments. Voilà un grand chantier qu'il nous faut ouvrir, c'est la mise aux normes des bâtiments, un patrimoine exceptionnel qui aujourd'hui à l'abandon. Il faut agir et relancer l'économie, faire que l'accord territorial, les millions d'euros mis à notre disposition par l'État français et par l'Europe, que ces millions d'euros soient utilisés au bénéfice des Martiniquaises et des Martiniquais. Alors, vous avez entendu qu'il y a d'autres personnes qui s'inscrivent maintenant dans la bataille pour la CTM. Ça fait beaucoup de candidats. Oui, il y a beaucoup de candidats. D'ailleurs, au sein même de la collectivité, il y a le président du conseil exécutif qui sera sortant et qui va se présenter. Et il paraît qu'il il travaille un courrier pour voir comment il va organiser sa succession. En décembre 2027, il paraît qu'il va signer une lettre de démission en blanc. J'ai pas encore trop bien compris. On attend les explications. Mais s'il signe une lettre de démission... Je sais pas. C'est tout le conseil exécutif qui tombe. Voilà, mais j'entends dire qu'il va laisser la place pour quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est pas très clair, mais attendons de voir la suite. Il y a 2 parlementaires, apparemment, qui vont se présenter comme tête de liste. C'est aussi la sénatrice Catherine Conconne, mais aussi le député Jean-Philippe Nilor. Et puis, des membres de l'Assemblée, c'est Daniel Robin, qui est aussi membre de l'Assemblée, comme moi-même, et le vice-président, le premier vice-président de l'Assemblée, Yann Monplaisir, et j'aurai l'honneur de figurer sur la liste Miss Chance Martinique que le président Yann Monplaisir va conduire. Mais les parlementaires qui sont tête de liste, là, qui créent des listes, s'ils sont élus, ils sont obligés de laisser tomber leur mandat. Obligatoirement, donc c'est leur remplaçant qui va siéger. Automatiquement, il n'y aura pas de nouvelles élections. Ben, il y a un cas qui se pose pour la section Fort-de-France et la circonscription. Comme le député Letchimi lui-même est candidat, s'il est élu, c'est son remplaçant. Et son remplaçant, c'est le maire de Fort-de-France, qui a déjà dit publiquement qu'il reste maire à Fort-de-France. Donc ça signifie qu'il y aura une législative partielle, ou bien que le gouvernement peut décider qu'il n'y aura pas de représentant pour la circonscription, compte tenu de la proximité avec les élections présidentielles de mai prochain. Mais ça pose un problème pour ceux qui sont dans ce cas-là. À quand un nommé mandat, finalement? Un seul mandat? C'est le grand débat. C'est le grand débat. Il faut du temps. Ça demande beaucoup de disponibilité pour être élu, et surtout pour être élu à la collectivité territoriale. Ça, c'est quasiment un boulot, je le dis, à temps plein. C'est très difficile. Je le dis à tous ceux qui viendront, et c'est légitime. Il faut qu'il y ait des candidats, il faut qu'il y ait la démocratie, il faut que les gens aillent voter. Mais ça demande beaucoup de travail et de don de soi. Et à ce propos, on rappelle à nos amis martiniquais et martiniquaises qu'ils ont jusqu'au 13 ou 14 mai, voilà, pour s'inscrire sur les listes électorales. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire, même si nous sommes en mai, parce qu'avant, il fallait le faire le 31 décembre de l'année précédente. C'est très facilité maintenant. La démarche en plus, on peut le faire par Internet. Donc, il n'y a pas de souci. Fred Lordino, merci beaucoup d'avoir une fois de plus éclairé nos téléspectateurs sur ces plénières à venir, et éventuellement nous ferons un point après la plénière pour savoir finalement qu'est-ce qui s'est fait. Et puis, avec plaisir. Mais aussi peut-être les coulisses, parce que des fois il se passe des choses à la plénière, on ne sait pas exactement ce qui s'est fait. Et c'est bien que vous puissiez après nous donner des explications sur ça. Avec plaisir. Merci de me permettre de souhaiter un bon 1er mai à tous nos compatriotes. Dans une période sanitaire grave, je salue le personnel hospitalier et tous ceux qui contribuent à la santé des Martiniquais. Nous sommes avec vous. Les Martiniquais doivent aller se faire vacciner. Peut-être qu'il n'y aura pas de manifestation syndicale le 1er mai. Je considère que c'est une bonne chose. C'est un acte de responsabilité. Mais nous sommes tous partisans du travail. Vive le travail, vive la Martinique. Merci, M. Lordino. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la mise en onde. À très vite sur Zouk TV.